inspiré par vous. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Une édition que nous ouvrons notamment par cet échange, notamment également cette audience de Paul Biya accordée au secrétaire d'État du pape François, le souverain pontife, la rencontre entre le chef de l'État et l'émissaire du souverain pontife en début d'après-midi de ce vendredi 29 janvier 2021 a été relevé par le nonce apostolique du Saint-Siège accrédité à Yaoundé. Le programme, bien évidemment officiel, du cardinal Piero Pallerin au Cameroun est désormais officiel. À la suite de cette visite au chef de l'État du Cameroun, le président de la République, Paul Biya, l'émissaire du Vatican, devrait également se rendre dans la région du nord-ouest du Cameroun, accompagné de Monseigneur Gervis Keibi Kerry, le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Il a également au sommet une rencontre avec les forces vives de la région du nord-ouest du Cameroun. Il sera question principalement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, des propositions du Saint-Siège pour sortir définitivement de cette crise dans ces deux zones du Cameroun, des zones principalement anglophones, mais aussi, il faut le préciser, cette visite au Cameroun du secrétaire d'État du Saint-Siège au pays de Paul Biya sera émaillée bien évidemment par la cérémonie de remise du pallium à l'archevêque de la capitale de la région du nord-ouest du Cameroun, Monseigneur Andro Kia, désigné par le pape François il y a 13 mois, en remplacement de Monseigneur Cornelius Fontaine, et soit démissionnaire. Son Excellence ou son Éminence Petro Cardinal Parolin retourne à Yaoundé dimanche après-midi pour la suite de ses activités inscrites dans l'agenda de sa visite officielle au pays de Paul Biya. Il devra également rencontrer Monseigneur Cardinal Christian Toumi, avec lequel il ne manquera pas également d'échanger autour de la situation sociopolitique du Cameroun, mais également de l'importance du christianisme, notamment de l'Église catholique en terre camerounaise. Pour préciser que à la suite de cet échange entre le chef d'État camerounais et son hôte du jour, le président de la République a fait un tweet sur son compte Twitter précisant d'ailleurs qu'il a rencontré cet émissaire du Saint-Siège, discuté avec lui, un échange particulièrement cordial entre le président de la République du Cameroun et son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État près le Saint-Siège, porteur de messages de paix de Sa Majesté le pape, de sa sainteté, le pape François. Voilà donc ce qui est au cœur de cette actualité, mais toujours au cœur de l'actualité. Je voudrais vous amener, mesdames, messieurs, au sujet de cette importante nouvelle tombée ce vendredi en fin d'après-midi. Une nouvelle qui annonce la libération prochaine peut-être de monsieur Basile Atangana Kuna. Nous parlons là de l'affaire Basile Atangana Kuna qui est donc au cœur de l'actualité. Une note rendue publique justement à travers les réseaux sociaux fait état de l'arrêt des poursuites décidées par le chef de l'État Paul Biya. La nouvelle semble également rassurer au-delà de cela sa famille, mais rendra en droite ligne déjà de la décision qui a été rendue publique par le tribunal criminel spécial, notamment le procureur général près la dite cour, qui, à la demande de la Camwater, partie civile à cette affaire,
peine avait exigé notamment la restitution du corps du délit et puis l'arrêt des poursuites contre l'ancien directeur général de la Kamwata, mais aussi ancien ministre de l'État du Cameroun. Merci le PNUD pour l'ancien ministre Basil Atangana Kuna écroué à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui pour des faits de détournement de la fortune publique du temps où il officiait comme directeur général à la Kamwata vient de bénéficier d'un arrêt de poursuite via une correspondance signée de Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, disponible sur la place publique via les réseaux sociaux. Le document issu des services du secrétariat général de la présidence de la République est adressé au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Il a pour objet affaire ministère public et Kamwata contre Basil Atangana Kuna et autres, arrêt des poursuites. Dans le corps de la lettre, on peut lire que Ferdinand Ngongo répercute la haute directive du chef de l'État qui prescrit l'arrêt des poursuites engagées contre le nommé Basil Atangana Kuna dans l'affaire ministère public Kamwata. Dans le même document, il est précisé que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, devrait par conséquent informer le président du tribunal criminel spécial, le procureur général près le dit tribunal et le ministre des Finances en vue de la mise en œuvre des modalités pratiques de reversement au trésor public du corps du délit cantonné dans les comptes bancaires de l'intéressé, soit Basil Atangana Kuna, au montant arrêté par le juge d'instruction et de rendre compte des diligences pour les très hautes informations du chef de l'État Paul Biya. En rappel, Basil Atangana Kuna était accusé de détournement de biens publics et de complicité de détournement évalué à 1,7 milliard de francs CFA. La décision d'arrêt de poursuite souhaitée par le chef de l'État Paul Biya ne change donc rien à la procédure déjà en route au tribunal criminel spécial car le 5 juin 2020 dernier, le TCS avait entériné l'arrêt des poursuites prononcé par le procureur général Justine Ngounou Chokontier, ceci avec l'onction de la partie civile, à savoir Kamwata qui exigeait la restitution du corps du délit au détriment d'un long procès. L'argent autrefois saisi devra donc être reversé dans le trésor public comme l'instruit Paul Biya. Toutefois, Basil Atangana Kuna reste en prison car il a été condamné à 12 mois de prison pour émigration clandestine aggravée. Cette peine lui a été infligée le 7 février 2020 au tribunal de première instance de Yaoundé lorsqu'il a tenté de fuir la justice camerounaise avant d'être rattrapé au Nigeria où il se cachait avant de vouloir rejoindre l'Occident avec plusieurs passeports. Cette peine expire le 7 février 2021. Basil Atangana Kuna sera-t-il libre à cette date? Just wait and see. Et puis nous parlons de l'élaboration du document du programme pays 2022-2025 dans le cadre de la coopération entre le Cameroun, le pays de Paul Biya et l'UNICEF, un des organismes onusiens déployés au Cameroun comme étant un acteur du processus de développement. Une concertation nationale vient d'ailleurs de se tenir dans la capitale économique du Cameroun, Douala, à l'effet de trouver des voies et moyens communs pour davantage permettre au Cameroun et à l'UNICEF de se mettre ensemble afin d'apporter des solutions idoines et pratiques au bien-être des populations à la base. Reportage. Les effets néfastes de la pandémie Covid-19 sont indéniables au pays de Paul Biya, le Cameroun, qui vient de se doter d'un nouveau cadre stratégique pour la gestion des priorités nationales de développement. La SND 30, la Stratégie nationale de développement 2030, est depuis 2020 la nouvelle boussole de projection économique est donc le principal cadre de référence pour l'alignement des partenaires techniques et financiers pour l'appui aux priorités nationales de développement. Sur la base de ce document, l'UNICEF, par exemple, focalisera son effort sur le développement du capital humain. Ainsi, il sera question pour cette organisation de l'ONU de s'assurer que le programme qu'il appuiera sera pertinent, faisable, efficace, permettant l'atteinte des meilleurs résultats pour les enfants, les adolescents et les jeunes vivant au Cameroun. Les Nations Unies, afin de contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie nationale, ont développé également un cadre de coopération pour le développement durable et
certaines agences des Nations Unies, dont l'UNICEF, nous devons développer notre programme de coopération qui s'arrime à ce cadre de coopération des Nations Unies et qui s'inscrit en droite ligne de la stratégie nationale de développement. Donc l'objet de cette réunion, comme je l'ai dit, c'est de nous projeter sur une période de 4 ou 5 ans dans le cadre de cette contribution à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement. Tenu à Douala, les travaux de la consultation nationale avaient pour objectif d'affiner l'analyse de la situation des enfants au Cameroun, de proposer les axes majeurs de collaboration, de choisir les problèmes prioritaires par groupe d'âge, d'élaborer la théorie de changement et la chaîne des résultats par groupe d'âge également, enfin d'affiner l'aliment du programme avec les stratégies des secteurs d'ancrage. Il faut se mettre ensemble. On a commencé par des consultations régionales. Aujourd'hui, on est au niveau national. Il faut identifier des priorités qui ne sont pas différentes de celles déclinées dans la nouvelle stratégie de développement en 2030 pour voir comment on peut les opérationnaliser ensemble dans une période donnée qui est 2022-2025. Donc il a fallu cet alignement, il fallait cette mise en cohérence et c'est pour ça que nous sommes là pour qu'au sorti d'ici, que nous ayons des outcomes et qu'on ait un document qui sera préparé et qui sera mutuellement validé par nos hautes instances, qui va permettre, n'est-ce pas, une feuille de route. Au finish, le Cameroun et l'UNICEF, qui ont accordé leur violon sur la nécessité de proroger la fin du cycle d'un an, soit au 31 décembre 2021, mettent ainsi en place, à travers cette année additionnelle, la finalisation des initiatives en cours, mais également l'élaboration d'un nouveau programme de coopération 2022-2025. Nous mettons à présent le cap dans le département de l'Océan, c'est dans le sud du Cameroun, un département qui a un nouveau préfet. Celui-ci, Nou Bello, puisqu'il s'agit de lui, après son installation d'il y a quelques jours, est immédiatement descendu sur le terrain pour prendre le pôle du fonctionnement des services administratifs dans son territoire de commandement. Il a salué la bravoure des éléments de force de défense et de sécurité, les invitant à redoubler d'ardeur au travail pour rester toujours professionnel et au service des populations. Reportage. Après son installation le 19 janvier dernier, le préfet du département de l'Océan, M. Nou Bello, a entamé mercredi une vague descente de prise de contact dans les services publics de son ressort de commandement. Tour à tour, le préfet du département de l'Océan s'est rendu dans les sous-préfectures de la ville de Kribi, les services de défense et les délégations départementales de l'Océan. M. Nou Bello, le préfet du département de l'Océan, a voulu toucher du doigt les problèmes qui minent ces services. Je voudrais dire l'occasion qu'il m'a offerte pour les féliciter et les encourager. À l'occasion, nous avons quand même profité pour les inviter à être des collaborateurs consciencieux, assidus et ponctuels, qui doivent être au service de l'usager, prêts à servir l'usager, pour savoir l'intérêt général doit être au-dessus des intérêts particuliers. Et chaque responsable devrait tenir ses collaborateurs à travers le respect des principes de l'administration, la discipline, la ponctualité et la sécurité. Et également le respect du corps d'administration publique. Tournée qui se poursuivra jusqu'au 2 février prochain. Nous parlons toujours de l'administration territoriale et nous mettons le cap en Ngaoundé et précisément d'arrondissement d'un Ngaoundé premier qui a son tout nouveau sous-préfet. Il s'agit principalement de Samuel Menobo qui a donc pris les rênes au cours d'une cérémonie très courue, cérémonie qui lui a par ailleurs permis d'entrer en fonction. Il faut le rappeler, il a reçu comme principale recommandation d'assurer la sécurité des hommes et des biens dont il a la charge, mais aussi de contribuer efficacement à l'épanouissement de cette population-là. Reportage. Monsieur le sous-préfet Menobo Samuel, venez le commandement.
41 ans sonnés, Menobo Samuel aura la lourde responsabilité de présider à la destinée de l'arrondissement de Ngaoundéré 1er. C'est au cours de la cérémonie de passation de commandement entre le sous-préfet sortant et en tant que le préfet de la Vina aura alors invité le nouveau promu à plus d'engagement et de dévouement. Nous avons demandé de la ville de Ngaoundéré une ville où certains vivent, une ville où les populations peuvent vaquer à leurs nombreuses et diverses occupations de quiétude. Une ville où la paix sociale, la cohésion sociale sont effectives. Nous voulons que le sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundéré puisse encadrer ces situations, c'est plus atteindre leur émergence à l'horizon 2035 de santé avec le sous-préfet que les relations entre la société et le pouvoir public soient améliorées, que les populations se sentent vraiment encadrées par les. L'arrondissement de Ngaoundéré 1er est une unité administrative cosmopolite qui regorge 150 000 âmes où les différents peuples vivent en harmonie. Natif de la Haute-Sanaga, le désormais sous-préfet devra s'atteler sur la cohésion sociale pour impulser le développement du dit arrondissement, tant prôné par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous poursuivons cette édition de l'information du soir sur la télévision du monde et nous mettons le cap principalement dans le nord-ouest du Cameroun. Le gouverneur de la région était à PCC Mankon de Bamenda pour apporter le soutien du gouvernement de la République à cette école dont quelques salles de classe sont parties en fumée dans la nuit du 22 au 23 janvier 2021 dernier à la suite d'un incendie ravageur. Les précisions dans ce reportage que signent Patrick Ngouagnan et Israël Georgetto. De Mac, qui était en visite ce jour au PSS Mankon de Bamenda. Adolphe Lélé-Lafrique, gouverneur du Nord-Ouest, est allé apporter du réconfort à ses élèves dont les salles de classe avaient été incendiées par des mains criminelles les 22 et 23 janvier dernier. En saluant la collaboration de ceux qui nous ont permis d'arrêter certains de ces auteurs, demander à la communauté éducative de continuer de se mobiliser à un comité de vigilance pour accompagner les services de sécurité, mais également à l'intérieur des établissements scolaires, ici et ailleurs dans la région, que les élèves et les responsables soient en alerte, qu'ils soient mobilisés pour renforcer la sécurité intérieure à travers l'organisation des comités de paix et de vigilance dans les campus, pour aider les autorités, les forces, les élus locaux et les chefs traditionnels à ramener une sécurité durable dans les campus et à l'extérieur. Du savon, des matelas, des seaux et plusieurs autres objets de première nécessité ont été remis aux responsables de cet établissement dans l'optique de réaménager les dortoirs partis en fumée. Au cours de cette visite, le gouverneur a précisé que les auteurs de cet incendie sont déjà identifiés. De cet acte ignoble, cette atteinte au droit à l'école, ont été identifiés. Certains sont déjà entre les mains des enquêteurs, d'autres circulent encore, et nul doute que dans les jours à venir, ils seront pris. Certains élèves ont également reçu des nouvelles tenues des mains du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique. Un appui considérable du gouvernement de la République à l'endroit de ces élèves qui se sont retrouvés à la Belle Étoile à la suite de cet incendie qui a ravagé une bonne partie des installations de leur établissement. Nous restons à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, pour parler du conseil exécutif de la commune d'arrondissement de Bamenda 2e. Les conseillers municipaux, les chefs de village ainsi que les chefs de différents quartiers main dans la main pour développer cette circonscription municipale lors d'une
une réunion convoquée par le maire de cette circonscription, Chewi Peter, a exhorté tous et tous, mais également chacun et chacune en ce qui les concerne, de jouer pleinement leur rôle afin que la vie reprend considérablement son cours normal dans la commune de Bamenda, deuxième secouée par la crise dite anglophone, une crise également séparatiste. Jean Jemédna et Israël Georgetto. Développer n'a pas de frontières, n'a pas de limites et ne connaît pas de communauté tribale. Le développement est dans l'intérêt de tous et devrait être chéri par tous, ce malgré quelques écueils. C'est par cette expression que le maire de la commune d'arrondissement de Bamenda 2e, dans la région du Nord-Ouest, a donné le ton de cette concertation, dite de fraternité. En ce début d'année 2021, le maire, Chewi Peter, a bien voulu rassembler autour de lui l'ensemble de son conseil municipal, les chefs de différents quartiers, les chefs traditionnels des 4 villages que compte l'arrondissement de Bamenda 2e, ainsi que d'autres auxiliaires de l'administration, pour dresser le bilan de l'année écoulée et de poser les jalons de la nouvelle année en cours. Notre projet pour construire notre commune, on ne peut pas faire ça si on ne connaît pas bien avec les chefs de quartier parce qu'on a un problème de sécurité. C'est pour ça qu'on a tous les chefs de quartier, on cherche les moyens qu'on va construire notre municipalité ensemble avec la loi de décentralisation, mais sur place, dans le chef de l'État, il faut qu'on cause, on comme en famille. Ainsi, pour stimuler l'essor, le patron de l'exécutif communal de Bamenda 2e a laissé entendre que le conseiller avait effectué le diagnostic de la masse terrestre pour faire le bilan de l'espace encore disponible avant l'attribution des projets pour exécution. Initiateur du développement des 4 villages à savoir Chomba, Mbato, Songwa et Mankon, le maire a invité les chefs de quartier et les populations en général de mettre tout en œuvre afin de faire de cette municipalité une cité de rêve, là où la vie doit renaître de ses cendres. La vie doit renaître de ses cendres à Bamenda, chef de la région du nord-ouest du Cameroun. C'est davantage l'invite d'une élite de cette partie du triangle national qui est allée à la rencontre des populations à l'effet de porter la voix du développement et précisément du tout premier centre de remplissage du gaz. La bonne nouvelle a d'ailleurs été saluée par ces populations qui n'attendent pas mieux que de voir le gouvernement se mobiliser à leur côté. Charles Fisselange et Israël Georgetto. Le directeur général du Fonds national des hydrocarbures et de stabilisation des prix, Oke Johnson, a annoncé son intention de mettre en place la toute première station de remplissage de gaz. La déclaration a été faite lors d'une visite de travail d'une journée au chef-lieu de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Les habitants de la région du Nord-Ouest ont souffert de goulot d'étranglement lors de l'acquisition de gaz de cuisson à différents niveaux. Tout d'abord, ils ont souffert de l'augmentation aveugle des prix pendant la période pré- et post-crise anglophone. Les vendeurs ont fait savoir que cela était dû aux écarts de transport entre Bafoussam, la ville frontière la plus proche de la région. Oke Johnson a rencontré le maire de la ville de Bamenda, Paul Achoban, le préfet de la Mésame, Simon Emilmont et d'autres parties prenantes dans les locaux du conseil municipal où il a été révélé de nombreux avantages que la dite station serait pour la population. La dite unité coûterait 4 à 5 milliards de francs CFA sur un terrain de 6 à 10 hectares et à monter dans les localités éloignées de l'habitation populaire. Ce choix découle des énormes dommages
que les gaz et les produits pétroliers peuvent poser en cas de mauvaise manipulation. Prenant la parole lors de la cérémonie, Paul Achobon a assuré à ce dernier des conseils sans réserve et un soutien en l'accompagnant dans ses exploits de développement. Il a présenté un bilan de produits agricoles réalisés au cours de son court mandat, dont la preuve était une plantation de tomates et environ 7 paniers portant des témoins des jours de récolte matinale. Johnson aura profité de l'occasion pour offrir des cadeaux souvenirs de l'institution comme une marque d'unité pour le développement. Il a appelé le prophète de la Mésame, Simon-Émile Mo, à faire tout ce qui est de son pouvoir pour se tailler les terres pour l'exécution du projet, démarré dans le budget de 2022 de l'établissement, tandis que 2021 est réservé aux études techniques. Il a été révélé que la structure créera des emplois pour de nombreux jeunes de la région. Une bonne nouvelle qui mérite bien des ovations et des applaudissements de ces élites, notamment mobilisées autour de cette autre personnalité du gouvernement de la République. Nous vous l'avions annoncé il y a quelques instants, le chef de l'État Paul Biya a reçu en audience vendredi Monseigneur cardinal Pietro Parolin. Il est le secrétaire d'État du Saint-Siège, le Vatican. Je propose d'ailleurs de vivre en image la belle ambiance de cette audience au palais de Yaoundé, puis la réaction de l'envoyé spécial de sa sainteté, le pape François. C'est beau, c'est belle. Et pour l'épouse, une peine avec la de l'unité. Oui, peut-être une version déjà de commencer. J'ai l'habitude de lire moi-même. Autre signe de la cordialité des relations qu'il y a entre le Cameroun et le Saint-Siège. On a retenu ce point et qu'il avait été aussi souligné par la conférence épiscopale où nous étions avant de venir ici, que les relations sont bonnes et les relations sont cordiales. Alors ma visite ici, c'était autre signe de cette cordialité des relations. Et on a parlé de beaucoup de problèmes. On a pratiquement touché un peu tous les points de la situation actuelle au Cameroun. Le message, c'est le message de la paix. Je suis ici pour manifester l'attention et la solidarité du Saint-Père François envers le Cameroun, surtout dans les difficultés qu'il expérimente. Et on a parlé avec le président beaucoup de la situation du nord et sud-ouest. Et nous souhaitons vraiment qu'on puisse avoir paix dans cette région. On a aussi assuré toute la collaboration de l'Église catholique, des évêques de la région, pour contribuer à à la paix et à la réconciliation dans la région. C'était donc le secrétaire d'État du Saint-Siège qui a rencontré cet après-midi le président de la République Paul Biya. Il est appelé à séjourner au Cameroun pendant plusieurs jours. Il se rendra notamment dans le nord-ouest du Cameroun où il discutera autour de la question sociopolitique de la crise dite anglophone avec des rencontres annoncées dans cette partie du triangle national. Il procédera également à la remise du pallium à Monseigneur Andrew Kia, nommé archevêque de Bamenda par le Saint-Père, le pape François. Nous parlons de toute autre chose à présent et notamment de sport. Match Cameroun-République démocratique du Congo, comptant pour les quarts de finale du CHAN Cameroun 2020 où sont passés les tickets d'entrée au stade de Japoma. L'encre qui va accueillir cette rencontre, c'est la polémique qui alimente actuellement les échanges entre les supporters déçus de n'avoir pas obtenu le précieux sésame, une véritable cacophonie engendrée par la commission de la billetterie. Les détails avec Zobel Apollinaire Mbon et Patrice Foucault.
Bruit autour de la vente des billets de la rencontre Cameroun-République démocratique du Congo, comptant pour les quarts de finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Rencontre prévue ce samedi à 20h au stade de Japoma à Douala. Et à 24h du coup d'envoi de ce match, colère et frustration sont de plus en plus perceptibles chez plusieurs fans des Lions indomptables du Cameroun. Et pour cause, l'absence des billets d'entrée au stade. On ne sait pas comment les gens qui sont habilités à gérer les billets, ça là, ils sont en train de gérer ça. On ne comprend pas comment les billets sont en manque. Ou bien c'est eux qui sont à l'origine de ça, on ne sait pas. Ou bien ça se passe comment. Il faut qu'ils nous expliquent comment les gens veulent entrer au stade et ils sont en manque de billets. Selon certaines informations, les billets de ce match, qui se font rares, auraient été vendus dans des circuits informels mal maîtrisés par une tranche de la population, des circuits que l'on appelle communément marché noir. Ils nous ont informé que dans les stations on peut trouver des billets, mais quand tu arrives dans une station tu trouves que les billets il n'y en a plus même d'abord, et certains individus en ont dehors, ils vous font des propositions à l'extérieur. Ils ne seront donc pas nombreux, ces petits Camerounais, à être présents au stade de Japoma ce samedi pour pousser leur équipe à la victoire. Les plus nantis s'étant taillé la plus grosse part du Lion. Moi-même, je suis comme ça dans le besoin des billets pour aller au stade. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a la surenchère. Les billets qui normalement coûtent 1000 francs se retrouvent à 3000, 4000 parce que certains individus en achètent plusieurs pour élever les enchères. Mais cette affaire de billets, mal gérée par la commission en charge, vient une fois de plus de jeter le discrédit sur le Cameroun dans l'organisation de ce championnat d'Afrique des Nations de football. À l'international, le Maroc lance définitivement la campagne de vaccination contre le coronavirus. Et pour donner le top départ de cette campagne de vaccination, qui de mieux que le roi Mohamed VI? Pour le roi du Maroc, c'est une piqûre à domicile. Au sein de son palais de Fès, par ce geste, Mohamed VI lance la campagne de vaccination dans tout le pays. Seul inconnu de cette opération de communication, le nom du vaccin administré. Fin décembre, les autorités ont indiqué avoir commandé 65 millions de doses des vaccins britanniques AstraZeneca et chinois Sinopharm. Les premières livraisons viennent d'arriver. Cette opération consiste à la vérification du vaccin, notamment le respect des températures prévues depuis le lieu de production en Chine jusqu'à son lieu de réception ici au Maroc. La campagne se veut ambitieuse car le Maroc espère vacciner 80% de sa population d'ici 3 mois. La première phase des vaccinations concerne les professionnels de santé de plus de 40 ans, les autorités publiques, les militaires, les enseignants de plus de 45 ans, ainsi que les personnes âgées de plus de 75 ans. Le gouvernement marocain veut montrer son engagement, comme en témoigne l'organisation lors de la réception des premières doses. Nous avons mobilisé de nombreuses ressources humaines, dont des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des techniciens et des fonctionnaires. Pour cette opération, tous sont mobilisés. Les récents retards de production annoncés par AstraZeneca pourraient tout remettre en question. Au Maroc, l'état d'urgence sanitaire est en vigueur depuis la mi-mars et le couvre-feu dure depuis le 23 décembre. Selon le dernier bilan officiel, depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré plus de 469 000 cas de Covid-19, dont plus de 8 224 décès. Et puis nous parlons toujours de l'actualité internationale, mais cette fois-ci en Russie, où c'est la mobilisation tous azimuts à la suite de l'interpellation du principal opposant du président russe, Alexei Navalny. Dans leur petit QG, Ivan et Yuri se repassent les vidéos de la manifestation du 23 janvier. Jamais ces deux militants pro-Navalny n'auraient imaginé une telle mobilisation dans leur ville. À Perm, cité industrielle au milieu de l'Oural, entre 5 000 et 8 000 personnes ont défilé dans les rues en soutien à l'opposant emprisonné, bravant l'interdiction de se rassembler et les moins 20 degrés ambiants.
Avant le rassemblement, nous avons vu qu'il y avait un buzz sur les réseaux sociaux. Tous les gens nous écrivaient avec enthousiasme pour nous dire qu'ils allaient venir en nous demandant des détails. On a été scotchés quand on a vu cette foule défiler dans la rue principale de notre ville. C'était la première fois. Une première fois pour de nombreux habitants, comme Asia Alipova. La musicienne s'est jusqu'à présent toujours tenue à l'écart de la politique, mais sa colère est devenue trop forte. Beaucoup de sujets me préoccupent et l'année 2020 les a cumulés au maximum. Les amendements constitutionnels et les poursuites contre la militante LGBT Yulia Zvetkova. Pour moi, Navalny n'était même pas une raison particulière pour sortir manifester. Ce rassemblement est devenu un prétexte pour tout le monde. Des gens vraiment différents se sont réunis à Perm et dans tout le pays. Le début d'un mouvement de défiance nationale que les militants pro-Navalny espèrent voir se pérenniser. Mais la question demeure quant à une nouvelle mobilisation des habitants de Perm et des autres villes du pays. Madame, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.